Ma mère adore les histoires drôles. Il en est une qui me concerne, charmante et éclairante. Elle la raconte entre une gorgée de thé à la menthe et la dégustation d'un petit gâteau sablé saupoudré de sucre glace. Je suis née le 22 février 1973. Prévue pour le mois d'avril, j'aurais dû être un bébé du printemps. C'est compter sans l'ingéniosité de l'adolescente de 17 ans qui me porte dans ses flancs. Embarrassée par la lourdeur de cette excroissance malvenue, ma mère raconte, en s'esclaffant, comment chaque jour, elle invente des stratagèmes ludiques et brillants pour enfin retrouver le ventre moelleux de ses 16 ans. Sa première tentative consiste à dévaler une pente raide sur un vélo sans frein et à se jeter sur le côté en pleine course. Elle récolte quelques ecchymoses, mais la tumeur utérine ne semble pas s'être détachée d'elle en même temps que le vélo. Elle se risque à dévaler la même pente, sans vélo, allongée, en roulant sur elle-même. L'expérience est étourdissante, plus belle et plus jouissive que les étreintes brutales et imposées de l'acte conjugal, mais ne la libère pas du cabas ventral qui la déforme. Ses beaux cheveux noirs sont garnis de brindilles, ses vêtements salis, et elle a un peu froid au moment de rentrer au village auvergnat. Le vent d'hiver vient déjà du nord, le vent des Aurès lui manque. Sur le chemin, elle verse quelques larmes en pensant à ses champs et à ses brebis, ses innocences perdues, mais cela, elle ne le raconte pas. Ma mère a sa dignité berbère, on ne dit pas n'importe quoi quand on boit du thé, même lorsque le miel colle aux dents. Elle a beau se retourner dans son lit, chercher une solution qui la libérerait de ce poids intérieur, elle n'y arrive pas. Elle doit envisager un face-à-face plus direct avec la chose. Après avoir consulté ses oracles secrets, elle décide d'extraire le mal par là où il est entré. Elle explore son intimité avec des objets plus ou moins longs, contondants et effilés. Quelques saignements viennent la récompenser, mais là encore, elle doit se résigner, pleurer un peu devant la persistance têtue de l'excroissance abdominale. Promesse régurgitant son ignorance, je lutte contre sa volonté. Vaillants et désespérés, mes petits doigts de fœtus tiennent le cordon avec résolution. Au bout de 7 mois, elle réussit à évacuer la chose de son corps. Je ne veux pas écrire qu'on ne me désirait pas. Je raconte simplement la venue du petit bout de chair d'1,8 kg qui naît le 22 février. Ma mère n'avait pas établi le lien entre son ventre et moi. Quand on l'informe que je vais sans doute mourir, quand dans la couveuse elle me voit beaucoup moins grosse que le poulet qu'elle a bouffé la veille, maman pleure. Pas sur elle, mais sur moi. La petite chose qui ne respire pas par elle-même, la petite chose dans cette boîte en verre, c'est quelqu'un, et elle vient de comprendre que c'est un peu elle. Maman m'aime tellement que pendant les mois, mon pronostic de vie est réservé, elle ne mange pas un seul bonbon. J'ai survécu. Je voulais voir les prés et les coquelicots. Je voulais sentir le vent des Aurès. J'ai passé mon existence à attendre un printemps qui ne voudra pas arriver, à espérer un mois d'avril révolu et ravagé dans le nombril désastreux et comique de ma mère, mais j'ai survécu. On peut survivre à tout quand on survit à sa mère. Donc Dali, vous êtes née en Auvergne en 1973 de parents immigrés berbères d'Algérie et qui étaient tous les deux analphabètes. Donc vous êtes ce qu'on appelle en sociologie une mobile sociale ascendante, c'est-à-dire que vous avez passé l'agrégation de lettres modernes et que cette ascension sociale elle est liée à votre passage par l'école, mais qui symbolise aussi la distance prise avec votre famille. La langue de la maison, c'est pas la langue de l'école, et donc il y a cette distance irréductible et irréconciliable, mais qui va faire de vous ce que vous êtes devenu, c'est-à-dire une agrégée de lettres qui enseigne le français, la philosophie en classe préparatoire près de Clermont-Ferrand. Donc vous êtes l'auteur de 2 romans,
pour le moment. On a un troisième qui est en préparation. Des romans qui ont été remarqués par la critique, notamment le premier qui a reçu 9 prix littéraires, Impasse Verlaine, dont on va surtout parler ce soir. Et puis Le Doigt, donc tous les deux publiés chez Grasset, le premier donc en 2019 et le deuxième en 2021. Alors le titre du roman Impasse Verlaine renvoie donc à la rue où vous viviez enfant, ce HLM situé dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand, mais ça renvoie aussi à l'impasse au sens plus symbolique du terme, c'est-à-dire que l'impasse c'est aussi le périmètre très étroit que votre regard a longtemps seulement pu embrasser. Dans Impasse Verlaine, vous racontez votre enfance et votre relation très douloureuse, très difficile avec votre mère, une relation ambivalente. Vous ne racontez pas que votre enfance, mais vous l'avez aussi en relation avec celle de votre mère, qui elle-même a été victime de violences pendant son enfance. Donc un amour paradoxal, malmené par cette violence tant physique que verbale, psychologique de votre mère. Psychologique et verbale. Voilà. Donc, en même temps, Dali n'a pas voulu raconter que son enfance. L'idée, c'est aussi de remettre en contexte celle de sa mère. Donc, elle nous raconte aussi les conditions dans lesquelles cette mère a grandi. D'abord, choyée par un père qui était berger dans les Aurès, un père qui a été torturé et tué sous ses yeux par des soldats français. Et une mère qui a elle-même été aussi maltraitée par sa propre mère, qui est donc nommée Vendredi dans le livre, Gemma, mais qu'on va retrouver essentiellement sous le nom de Vendredi dans ce livre, qui elle était une petite chevrière, plutôt coquette, plutôt effrontée, et qui a été mariée contre son gré à 15 ans avec un cousin germain, veuf, de 20 ans son aîné, qui était venu chercher une épouse en Algérie. Elle a donc quitté ce que Dali appelle son Éden, les montagnes des Aurès, avec son mari pour arriver en France, s'installer en Auvergne, d'abord dans un petit village où on l'a nommée La Fatima, et où elle va donner naissance à 3 enfants, Dali d'abord, quand elle n'a que 17 ans, et dont elle vient effectivement de rappeler dans l'introduction du livre qu'il s'agissait d'une enfant non désirée, dont elle a tout fait pour se débarrasser avant sa naissance. Et puis ensuite, 2 autres enfants suivront. Au début des années 80, la famille va s'installer à Clermont-Ferrand, dans un autre décor, dans un immeuble HLM de l'Impasse Verlaine, dans le quartier nord de la ville. Vendredi va vite devoir travailler et faire des ménages lorsque son mari, qui était employé comme manœuvre, est victime d'un accident d'échafaudage qui va le laisser handicapé. Elle dit dans Impasse Verlaine, Vendredi se retrouve chef de famille avec un mari entortillé de bandages et emplâtré qui ne sert plus à rien. Elle décide. Désormais, elle a le vertige des conquérants. Dali est une très bonne élève, elle est déjà grande lectrice, elle commence également à écrire très jeune, et elle va également s'occuper des papiers administratifs de la famille et des voisins, pour dissimuler le fait que sa mère, elle, ne sait ni lire ni écrire, ce qui donne aussi quelques morceaux de bravoure dans le livre. Je te cite. Personne ne doit savoir qu'elle ne sait pas lire, elle ruse, elle a en embuscade un atout de taille. Je ne dépasse pas la hauteur du guichet et elle me tient par une mèche de cheveux, parce qu'en fait elle l'emmène avec elle dans différentes administrations lorsque Dali est encore petite. Et Dali poursuit en disant « J'adore être le nègre de ma mère, j'en suis fière ». En fait, malgré l'absence de tendresse, malgré les coups qu'elle reçoit, les brimades, de manière quasi quotidienne, coups dont la fillette porte trace à l'école, sans qu'à l'époque personne ne s'en émeuve, Dali, elle l'admire et elle aime cette mère qu'elle trouve forte, qu'elle trouve fière, et qui cherche toujours à garder la face, qui a pris en charge la famille
au moment où son père a eu cet accident, qui travaille, qui a décroché son permis de conduire sans savoir lire, ou plus exactement, comme elle le dit dans le livre, elle la hait d'amour. Dali aide également aux tâches domestiques, elle cuisine, elle subit sans broncher les accès de violence de sa mère. Il y a une scène dans le livre que tu peux peut-être nous lire, où elle lui offre une boîte de chocolat Mon Chéri pour lui exprimer son amour, et scène qui va tourner de manière inattendue. Avant de lire, si tu veux bien, juste par rapport à un récit qu'on fait comme ça, dans le roman, j'ai essayé de montrer de quoi était fait un lien. Comme ce que je viens de vous lire, c'est pas exactement une naissance non désirée, c'est une naissance non comprise, enfin on ne sait même pas que c'est exactement une naissance. Le roman est fait en plusieurs temps. Le paradis est sous le pied de la mer, ensuite le nègre de ma mère, l'infime fille de vendredi, et vendredi sommeil en moi, et enfin fille de ma mère. C'est pas exactement une autobiographie linéaire, c'est vraiment une enquête sur ce qui relie une mère à sa fille, et puis tout simplement de quoi on est héritier. Et c'est pas la géographie d'une enfance malheureuse. C'est pas ce livre-là, même si effectivement j'ai adoré Vipère au point, j'ai beaucoup aimé Jules Vallès. Voilà, ce sont des auteurs que j'ai beaucoup lus, voire même Les Malheurs de Sophie, dans un autre genre. Donc c'est vraiment ce lien-là, ce que j'ai essayé de faire, beaucoup plus qu'un récit de vie au sens strict que l'on peut trouver. Et donc, dans l'épisode Mon Chéri, on va voir un autre type de lien, effectivement, entre la mère et la fille. Quand je lis, on n'entend pas? Je vais augmenter le son. Vendredi a horreur des baisers, des accolades et des contacts plus ou moins salissants qui forcent une mère à toucher ses enfants. Intègre, elle se refuse à tous. L'amour maternel s'exprime chez elle comme chez certaines espèces animales qui laissent leur progéniture trouver elle-même un mode de survie. Et elle a sa raison. Elle refuse le rôle inepte que la nature tyrannique impose aux femelles humaines parturiantes. Une créature vivante comprend vite que c'est son intérêt d'être nourrie le plus possible et battue le moins possible. Vendredi connaît la loi de la nature. Un jour pourtant, je veux réveiller l'instinct maternel de ma maman. J'ai très envie de dire à Vendredi que je l'aime. Parce que je l'aime. L'instinct maternel, je sais que ça existe. Toutes les publicités en parlent. Je suis hypnotisée par une d'elles en particulier et j'en fais mon mode d'emploi amoureux. C'est la publicité pour les chocolats, mon chéri. Une enfant se jette dans les bras de sa mère. Betty Boop se déhanche, des zèbres s'enlacent, un couple éclate de rire. En ouvrant un cadeau, une jeune femme glisse un chocolat dans la bouche de son amoureux. Un père dépose des paquets au pied du sapin pour ses 3 enfants qui l'observent en riant aux éclats. Même le monstre du docteur Frankenstein tend une boîte à la jolie femme en robe de mariée. Je me pâme, je salive et me délecte du slogan. Mon chéri, un chocolat qui a du cœur. De l'amour dans du chocolat dans de l'amour. Je sais ce qu'il me reste à faire. J'économise sur les rognures du budget de course, je vole mes parents en gardant une part de la monnaie du pain pendant plusieurs mois. Et enfin, je peux récompenser Vendredi d'être ma mère. La boîte en main, mon cœur, mes artères se sont déplacées dans mes oreilles. J'ai un peu honte de mon geste de tendresse, mais j'imite la créature de Frankenstein et je tends mon offrande vers Vendredi en souriant dans une grimace de lèvres étirées. Elle miaule un « C'est quoi ça ?»
puis aboie un « Où t'as trouvé ça ?» J'hésite à lui chanter le refrain de la chanson d'amour ou à hurler le slogan sur le chocolat qui a un cœur. C'est un cadeau que j'ai acheté. Elle sourit. Elle sourit comme la mère de la publicité, comme la jeune femme, comme l'amoureuse. Elle est aussi belle que la créature de Frankenstein, bouleversée par la solitude qu'elle n'a jamais demandée à son créateur. Je suis à l'apogée de mon existence. J'espère mourir sur ce succès éclatant. J'imagine mon épitaphe élogieuse. Maman ouvre la boîte, regarde les chocolats, émerveillée, j'en suis sûre. L'emballage rouge avec le petit nœud fait de l'effet. Vendredi ne sait pas lire, mais elle reconnaît le chocolat. Elle dit « Mon chéri ». J'entends « Ma chérie ». Elle n'ose pas y toucher. Je l'encourage, familière, amicale, décontractée. Je pose tremblante la main sur son bras. Ils sont tous pour toi. Elle prend un chocolat, repose la boîte, commence à le dévêtir. Le papier crisse tombe comme une feuille d'automne abandonnée. On dirait du verlaine. Je me sens la petite fille la plus débrouillarde du monde. J'ai envie de lui dire qu'elle ne m'a pas tout à fait ratée. Je bombe le torse, fière comme je ne l'ai jamais été et ne le serai plus jamais. Vendredi me jette un regard étonné et arrondi, puis engouffre le chocolat. Là, pendant une demi-seconde, son visage exprime une extase timide, puis ses traits se tordent et elle se met à cracher violemment. Je reçois des débris humides du chocolat broyé sur les bras. Maman me crache dessus. J'attends que le ciel se déchire, que la terre s'entr'ouvre, j'attends Zeus et son éclair, j'attends Moïse et son bâton de pèlerin, j'attends Mahomet et sa corde de saint, j'attends le diable et son pacte salvateur. Horrifiée, j'attends. Comme d'habitude, rien ne vient. Juste le crachotement de vendredi. Et son regard furieux, haineux. J'ai envie de mourir. Je repense à cette cerise rouge, minuscule et mignonne, plongée dans du chocolat onctueux. Je revois les petits cœurs autour de Betty Boop. Je revois les 2 pouces qui caressent l'emballage du chocolat. J'ai envie de mourir car je comprends que vendredi crache mon amour, mon cœur. Elle crache tout, hein. Elle m'aime pas. Maman ne m'aime pas. Ma tristesse est infinie. Je demande pardon d'avoir quémandé ce que je ne méritais pas. Vendredi prend la boîte encore pleine, la jette dans le vide ordure. Au passage, le couvercle s'écrase contre ma joue. Bien plus tard, j'apprends que c'est la publicité qui m'a trompée. Un chocolat ne peut pas avoir de cœur. Une mère n'est pas obligée non plus. Et surtout, il y a de l'alcool dans les cerisettes au chocolat. Cette mère, c'est pas que ça non plus, puisqu'elle t'encourage à faire des études et qu'elle peut parfois prendre la défense. Autre scène amusante du livre. Après qu'à l'école maternelle, tu aies reçu une gifle de... Ma mère, analphabète, a fait de moi une écrivaine publique. J'écris pour les autres, c'est mon pacte, c'est ma joie, et j'adore faire ça. J'ai l'impression que je suis à ma place. Alors je fais à chaque fois la proposition, quand je suis dans un lieu de culture, jusqu'à présent ça ne marche pas, je vais le tenter à la mienne. Moi je rêve qu'on me mette à un endroit, comme ça je suis assise, les gens ils viennent, ils parlent, je note, après j'écris et je donne et quelqu'un va jouer ou quelque chose comme ça, j'adore ça. Moi on pourrait me payer à ça, juste à écrire. Et voilà, c'est une vraie joie, quoi. Alors il y a cette formule qui a été beaucoup reprise dans les commentaires. On peut survivre à tout quand on survit à sa mère. Est-ce que tu peux, là aussi,
nous parler un peu de cette phrase qui résume en même temps une volonté d'affranchissement? Eh bien, c'est sur ce passage de la naissance qui est aussi une mort possible. Depuis le 22 février 1973, ma vie tout entière est du bonus. Cette survie à la mère va finalement marquer une capacité dont je suis encore comme bénéficiaire. Je bénéficie de cette naissance. Du souffle qui m'a manqué, maintenant je respire à plein poumon, des jours qui ont failli me perdre, et bien maintenant je jouis quotidiennement. Et donc on peut survivre à tout quand on survit à sa mère, on peut le prendre de ce point de vue-là, puis on peut le prendre de manière tout à fait littérale. Il advient dans l'ordre des choses que nous survivions à nos parents. Et c'est d'une violence inouïe de devoir le faire. Mais imaginez une vie qui commence comme ça. Donc ça permet d'avoir une force un peu différente. Hein. Et donc c'est à la fois littéral et puis aussi un peu moral de devoir dépasser. C'est ce que tu disais sur l'impasse par exemple. Impasse Verlaine, c'est aussi une métaphore du lien. Est-ce que le lien, ça doit être un chemin caillouteux, le lien à nos parents, ou est-ce que ça doit être un rond-point? Il y a des gens qui tournent toujours en rond dans leur lien, comme s'ils n'avaient pas compris, qui sont encore terrifiés à 50 ans de devoir aller passer le week-end avec leurs parents, ou à Noël, ou à une fête, d'être terrifiés par le téléphone qui sonne, par exemple. Ah, c'est ma mère! Ah, c'est mon père. Donc ils ont des rôles. L'impasse et la survie sont peut-être des modèles effrayants pour moi quand on voit mon histoire, mais qui sont peut-être pas si mauvais que ça en soi. Alors, il y a aussi dans Impasse Verlaine une dimension qui touche à l'immigration et au fait, à l'idée de la honte d'être et ou d'avoir pour une mère une fille qui est un thème qu'on retrouve beaucoup dans la littérature maghrébine écrite par des femmes sur laquelle j'ai travaillé. L'idée que la fille c'est une source de déshonneur potentiel, une source de honte, un fardeau, sachant que tu l'as dit pour les femmes de cette génération qui ont elles-mêmes été élevées, c'est le cas de ta mère, dans l'ignorance et dans la peur, diffuse mais quand même obsessive de la sexualité, la honte de leur corps, qui ont été surveillés en permanence. Ta mère te surveille, tu le dis aussi, les coups s'interrompent parfois brièvement pour l'interrogatoire. À quel garçon ai-je parlé? Donc c'est une idée qui est vraiment importante aussi dans ce livre. Du coup, je te laisse. Alors, comme ça, tu parles aux garçons? Ce soir-là, lorsque vendredi rentre, suspicieuse d'une infamie, j'ai baissé la garde. Je ne tente aucune argumentation. Maman me tient et veut me guérir, c'est-à-dire me punir. Dans le semi-crépuscule de l'impasse Verlaine, devant la fenêtre, face au réverbère et à son clin d'œil inutile, je me retrouve très vite nue, prête à être châtiée. Maman a l'imagination des maîtres qui soumettent. Elle a trouvé une badine de bambou et un martinet en cuir véritable dont le manche en bois se révèle utile, car j'en ai dépioté les lanières. Les coups s'interrompent brièvement, parfois brièvement, pour l'interrogatoire. Alors, à quel garçon ai-je parlé? À la bibliothèque de Croix-de-Néra, on m'a vu. Je n'ai parlé à aucun garçon. Je dis, c'est pas vrai. Mais elle continue son ouvrage. Les murs ont des oreilles et il n'y a que la vérité qui blesse. La preuve, je pleure. Maman adore les proverbes qui valent sécurité et exactitude. Les filles ne parlent pas aux garçons. Je voudrais tant avouer et m'éloigner de la fenêtre. Je suis terrifiée à l'idée que par la faute du lampadaire, depuis le trottoir, quelqu'un aperçoive ma nudité humiliée. Je me pisse encore dessus. Les interdits, c'est pas pour les chiens. C'est dit dans la loi, qui aime bien, châtie bien. Et puis, on ne fait pas d'enfants sans en briser un ou deux. C'est maman qui le dit. Après une éternité, je suis définitivement recroquevillée dans l'épaisseur de mes kilos en trop dénudés de mon urine fraîche. Je sombre. J'abandonne. J'ai 16 ans et demi,
et je veux renier ma mère. Elle ne sera plus la même en moi, ce sera définitif. Je ressasse mon existence et les vérités proverbiales de vendredi. Elle dit, c'est le verre d'eau qui fait déborder la vase. Elle dit aussi, après la pluie, le bon temps. Parfois, elle articule parfaitement, donner ses données, reprendre ses volets. Ma mère m'a donné la vie. Par mes gardes, certes, bon an mal an, d'accord, en désirant la charrue avant les bœufs, et donc la mort avant la vie, incontestablement, mais elle l'a fait. Alors, même si je n'ai jamais voulu fouetter de chat, et encore moins vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je pense voler à vendredi la vie gracieusement offerte en fouillant dans l'armoire à pharmacie. Imodium. En cas de surdosage, dépression du système nerveux central. Poli, je veux disparaître sans salir la maison. Vendredi comprend l'anomalie quand elle me voit immobile et souriante comme une madone lobotomisée. Ma pâleur et la boîte de médicaments vide déclenchent un plan d'action. Je prends une bonne claque et on demande l'aide du voisin. La petite est malade, faut la transporter. J'aurais rêvé d'une ambulance, d'une sirène qui aurait prévenu le monde de mon départ imminent. Mais il est hors de question que le quartier sache, et en toute discrétion, je me retrouve au service pédiatrique de monsieur Curé, ça ne s'invente pas, celui qui soigne mon asthme. Vendredi a diagnostiqué une crise respiratoire. Maman ne veut pas de scandale, elle n'est pas la seule. Le médecin, au nom sacerdotal, s'assied sur le bord du lit. Après ma confession de mort, de larmes, de sang et de preuves incontestables de coups reçus, après mon appel au secours, l'homme me tapote le bras, le regard vers une fenêtre que je ne vois pas. Il ne fera rien. Son silence consent. Pour lui, ce qui ne m'a pas tuée me rendra plus forte. Insuffisante pour mourir, la dose d'imodium se traduit en nausées, constipation, flatulence et insomnie douloureuse. Je suis punie dans un hôpital sans charité qui éternise ses murs décrépits, ses néons blancs et ses rideaux dont la couture basse n'est pas droite. Me voilà en observation pour 48 heures. La nuit s'étend. J'entends toquer. J'ai un sursaut qui ressemble à de l'espoir. Dans cet habitacle de blancheur, je songe à la clinique de la plaine, celle de ma péritonite. On toque encore. Mon cœur se souvient. Je crois à un dénouement amoureux. Une belle, douce et blonde infirmière me prendra dans ses bras en souriant. Ses caresses effaceront les bleus et la brûlure des coups. C'est maintenant, je le sais, car je crois en Dieu. Entrez. Je reste abasourdie devant l'apparition. Massive et sans sourire, l'infirmière brune de nuit est une femme à barbe. Elle ne fait que passer. Le lendemain, maman me sourit. Tout est bien qui finit bien. Et elle ajoute, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'histoire. Alors il y a aussi une dimension sociale dans Ambroise Verlaine qui est très forte. Et tu évoques, toi, l'émergence de cette conscience de classe dont tu dis qu'elle te vient de ta mère. Et notamment à travers un certain nombre d'injonctions que tu as entendues, ne pas avoir l'air pauvre, ne pas avoir l'air arabe, d'où l'obsession aussi de la propreté qui est celle de ta mère. Il ne sera pas dit que les enfants de vendredi ne sont pas propres. La discipline aussi des cheveux, tu l'évoques avec du gel, il y a des passages aussi qui sont touchants dans le livre, où le fait qu'elle veut absolument que tes cheveux soient teints en roux, et en même temps tu l'affirmes, je suis l'arabe et je suis la fille. Cette idée, elle parcourt pratiquement tout le récit. Est-ce que tu peux évoquer cet aspect-là? Alors, je vais peut-être pas encore me lever et lire, parce que peut-être ça vous fatigue peut-être un peu. Non. Bon, bah, alors je réponds par le livre. À partir des années collège, les matins bourdonnent comme la veille d'une revue militaire. On vérifie, on met au carré, on cube, on mesure, abaisse, liquéfie, solidifie, range, pousse, cache, déguise, disqualifie. Toutes les boucles et autres stigmates laissés par la colonisation arabe du 8e siècle après Jésus-Christ sur le pourtour méditerranéen. On lutte, on cravache
marche, on peaufine, on tartine, crème Nivea, gel, Vivel, Dop, on patine, tout pour arriver à cette question finale, absolue, essentielle, originelle. C'est bon? J'ai pas une tête d'arabe? Certains jours plus pessimistes ou plus réalistes, on lance. C'est bon? J'ai pas trop une tête d'arabe? Vendredi, valide matinière d'une claque derrière la tête ou d'une baffe bien nette. La question obtient la même réponse tous les matins. Mais je veux croire que non. On travaille sur tous les fronts. Lentilles de contact, bleu, évidemment. Teinture de cheveux, blond, évidemment. Vêtements de marque, signe extérieur d'appartenance à notre groupe social. Chez mes compatriotes, j'observe une mini-jupe, brushing, fond de teint éclaircissant. Ne reste que l'harmonie des fronts et des joues recouverts d'acné, donc gancille un peu. Je me souviens bien de mon dégoût mêlé de fierté quand des dames baguées passent leurs mains dans mes cheveux. Elles sont partout, les femmes qui aiment plonger leurs doigts dans ma toison, partout les hommes qui regardent mes boucles, partout les consoeurs qui les mesurent. Je les vois arriver, saisies d'une pulsion irrépressible, le regard, les mains gourmandes, les dames baguées gémissent, prennent une petite voix aiguë comme pour parler aux chiens ou aux bébés et elles régurgitent leurs questions mouillées. C'est naturel? Naturel. Oui, naturel. Vendredi n'investit pas dans une permanente hebdomadaire pour ces rejetons que la savante nature a fait crêper comme des moutons. Non, nous ne sommes pas assez vicieux pour user de moyens onéreux et artificiels pour avoir la tête qu'on a. Naturel. On m'envie toujours mes boucles. Je suis gratuitement frisée. Je devrais rembourser toutes celles qui paient pour une permanente. Le peu que je possède est une injustice pour ceux qui me tolèrent. Si vendredi s'était redressée lyrique comme un député du Parti communiste, si elle s'était mise debout sur un tonneau, la main sur le cœur, vêtue d'une redingote et d'un haut de forme, si elle m'avait dit « Tu es berbère, ma fille, tu peux te lever le matin sans crainte des moqueries car tu es descendant d'une noble lignée », j'aurais eu moins peur des miroirs. Mais je ne sais rien de la guerre d'Algérie, rien de mes origines berbères, apatrides et sans racines, nous tentons de croître en rhizome consanguin dans l'oubli d'un passé sans majuscule. Ce qui compte, c'est ce que nous ne sommes pas. Plus tard, à la conquête de ma dignité, je plongerai à deux mains dans le pot-pourri de Wikipédia. Je me ferai gloire et illusion de mes liens avec Saint-Augustin, de l'étymologie, de la culture matriarche berbère et de la Kaïna, reine rebelle morte de sa révolte face à l'invasion musulmane. Longtemps, je rêve d'une tribune pour plaider ma vérité. En attendant, je m'adresse au miroir acheté au mammouth. Je hurle que les Arabes et les Berbères sont des ennemis ancestraux. J'insulte les miroirs qui me font croire qu'être homme et européen correspond à la plus haute humanité. Et je crie ma douleur à ceux qui ont transformé ma vie en fait divers, banal et en thèse sociale universelle. Je m'entraîne devant les miroirs polis et glacés comme un raciste néerlandais. Les miroirs qui font pleuvoir leurs réponses infaillibles. Les miroirs qui me crèvent de leur cruelle vérité. Je suis l'arabe et je suis la fille. Dieu, si je fais des efforts. Désormais, je porte des t-shirts longs jusqu'aux genoux pour cacher mes fesses. Ne pas révéler au commun des mortels que je suis une fille. Un bandana rouge autour du front, aiguiller les regards sur les origines indiennes, apache, si possible, plus noble et plus révoltée que les miennes. Une veste en jean couverte de badges de Renault. Du fin fond de ma province, je me vois en porte-parole d'une jeunesse parisienne 68 ans. D'énormes patogas ou des chaussures à coque, feindre une certaine virilité. Faire diversion. Une large mèche de cheveux sur le front jusqu'aux paupières, tenter de me voiler de mystère avec ce tchadeur naturel. Je ressemble plus à un patchwork écossais qu'à une arabe, donc plus trop à ma mère. Je lutte pour tenter de tromper le miroir. Parfois, la victoire est belle. Et pendant une journée, je flotte au-dessus des apparences, dans une extase glorieuse, vie moribonde au petit matin. Le miroir est là, têtu, sincère, exact, précis, juste, authentique et véritable. J'ai une tête d'arabe. Alors tout à l'heure, effectivement, quand j'ai résumé la trame d'Impasse Verlaine, le livre a une particularité, c'est qu'il est aussi difficile à classer. Il y a une dimension autobiographique,
parce que tu racontes ton enfance, mais aussi celle de ta mère, donc il y a une dimension de biographie familiale aussi, mais pas que. Il y a la revendication d'une écriture que tu appelles du réel, qui est factuelle, qui est au plus proche de la vérité. Et comme tu l'as dit, ce livre se fonde aussi sur une forme d'enquête. Tu l'as d'ailleurs écrit, hein, je l'ai écrit comme une enquête pour découvrir l'objet de mon enquête lui-même. Je n'ai pu l'écrire que la quarantaine passée, une fois l'émotion, la colère, la peine évacuée, lorsque je suis devenue mère à mon tour. Donc une enquête avec un ancrage social qui traite d'un sujet intime et qui vise à se libérer d'un poids, de donner du sens, de comprendre pour atteindre toi ta propre voie, au sens du terme d'ailleurs, avec une particularité, c'est que jamais tu ne juges et encore moins jamais tu condamnes les protagonistes de l'histoire, qui est aussi la tienne. Et je pense qu'on aura compris en t'écoutant lire le livre que l'une des manières que tu as trouvées pour écrire sur cette mère-là, c'est le recours à l'humour, un humour parfois noir, hein, à une forme d'autodérision qui t'a permis de mettre aussi cette histoire à distance. Comment est-ce qu'on écrit sur sa mère? Oui, c'est important ce que tu dis là, tu as bien résumé en fait. Je crois qu'on ne peut pas écrire ou expliquer ou essayer de comprendre les mécanismes, notamment de la violence, en procureur. Il y a l'espace juridique qui est l'espace du jugement, de la condamnation, etc. L'espace de la littérature est pour moi un espace amoureux. Je sais que ça peut être un peu étonnant de le dire comme ça, mais c'est vrai. Je ne peux pas écrire autrement que sans joie, ou sans désir, ou sans amour, c'est impossible. Et l'humour, c'est une modalité, enfin je suis comme ça tout le temps. Et dans l'écriture, parce qu'il y a une forme, enfin, il y a une forme de burlesque dans le tragique. Quelque chose de drôle, quand on se retrouve, par exemple avec ma sœur, j'en parle dans le livre, quand on se retrouve à raconter certaines choses, on se marre. À un moment donné, je parle, il y a une fois où ma petite sœur, elle avait fait tomber la télé, et c'était les télé cathodiques, vous savez, là, qui tombent là, c'était lourd, et c'était la terreur, parce que c'est dans la chambre de ma mère, et dans le livre, je raconte que, voilà, je me mets devant elle, parce que j'ai peur que ma mère la tape, et quand on en parle, on se marre, parce que ma mère, elle est arrivée, elle a pris la télé, et dans le livre, je dis, c'est le lançage olympique de télé dans ma gueule. Même mes gosses, quand je leur dis cette expression, ils se marrent. Quand je dis le lançage de télé olympique dans ma gueule, ça fait rire. Parce qu'il faut le voir, il faut envisager quelqu'un qui jette une télé, quoi. C'est drôle. Oui, ok, ça fait mal, je ne vais pas dire le contraire. Mais si vous voulez, si ça c'est vrai, c'est vécu, c'est passé, je ne vous demande pas de le vivre à ma place. Je ne vais pas vous mettre en otage d'un vécu dont vous n'êtes pas comptable. Je veux vous raconter comment ça marche. Je vais vous raconter comment ça se passe. J'ai envie de vous déplier comment c'est. Donc j'ai pas envie de vous mettre en otage d'un pathos que même moi je ne ressens plus. J'ai pas le droit de faire ça. C'est de la littérature. J'ai pas le droit. Et donc quand l'humour, c'est aussi une manière de reprendre le pouvoir dans une posture de soumission. Quand tu te marres, bah, t'es moins soumis. Quand tu fais de l'autodérision, tu redeviens propriétaire de toi. Et c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment pensé à cette époque-là, que j'ai toujours fait. Maintenant, je le sais, que tellement de choses, j'ai tellement peur tout le temps, je suis une enfant de la peur, parce que je suis une enfance dans la peur, j'ai grandi dans la peur, je suis fabriquée par la peur, donc j'ai tout le temps peur. J'ai encore eu très très peur tout à l'heure, parce qu'il fallait aller de la gare de Lyon à la gare du Nord, et je ne l'avais pas fait de ma vie, et c'était pas bien, j'ai mal vécu. Et donc j'étais terrifiée. Comme si j'avais 8 ans et demi, et ce sera toujours comme ça. Mais c'est pas grave, après quand je l'ai raconté, je l'ai raconté en rigolant, je n'étais pas pleurée dans les bras. J'aurais aimé, je pense, mais c'est trop tard. Et donc voilà, l'humour, c'est pas seulement une distance, on va dire, bourgeoise, de se lever le petit doigt, c'est de la tendresse. Je ne vais pas vous enfermer dans quelque chose, voilà, enfin, vous n'avez rien fait, vous êtes innocent.
Enfin, je crois. Voilà, ça c'est pour ça, quoi. Donc, et puis la question du jugement, alors pour moi ça c'est vraiment quelque chose qui tue la littérature. Faut vraiment aimer ça, l'art, et pour pouvoir toujours en profiter. Et le jugement, la condamnation, ça t'empêche l'art, ça te fait pas goûter. Et ça te fait pas goûter la vie non plus. Le ressentiment ou tout ce qui est... et ça c'est quelque chose que j'explore plus dans le doigt, de montrer comment on peut destituer ce qui nous nuit, justement en les amnistiant. Il ne s'agit pas de pardon, c'est pas religieux, il ne s'agit pas de punition ou de sagesse, je ne sais trop quoi, il s'agit d'amnistie. D'amnistier en soi la proie que nous ne sommes pas. La victime est une victime peut être victorieuse en se dressant en roi, en reine. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et voilà, c'est pour ça que voilà, je déplie un peu ces mécanismes. Et l'humour permet aussi une forme d'analyse de l'ambivalence du moment. L'humour, le rire, c'est toujours de l'intelligence. Au sens intelligere, c'est-à-dire comprendre. Et c'est aussi pour ça. C'est vrai que quand on est quand même beaucoup moins con quand on se marre. Alors c'est sûr que c'est la prouesse, hein, c'est d'éviter le misérabilisme. Il n'y a pas de complaisance dans ce que tu écris, mais il y a une forme de crudité, en même temps de poésie. Et comme tu le dis, c'est une façon de faire le choix de la joie. C'est d'ailleurs comme ça que tu as choisi ton nom d'écrivaine, puisque Farah, ça veut dire joie, de fait. Et on sent aussi que c'est la puissance subversive de cette joie-là, de la vitalité qui est la tienne et dont tu parles souvent, qui est une force aussi pour ton écriture. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Effectivement, il y a un caractère subversif à être joyeux, bon, des fois un peu insupportable, mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a, comme tout à l'heure je disais à Lily, j'ai pas le goût du malheur. Hein, je t'ai dit ça, Lily. Ne pas avoir le goût du malheur, c'est-à-dire que je m'en nourris pas. À mes petits, quand ils vont à l'école, je leur dis tout le temps, nourrissez bien votre joie et pourrissez pas celle des autres. Si possible. Et le fait, la joie est une nourriture, et en fait on peut tout le temps, c'est comme c'est fécond et vertueux. Tu peux t'en nourrir et après t'en grandir, et ça augmente après une sorte ta pulsion de vie en fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de subversif. D'ailleurs, quelqu'un d'éminemment joyeux, il y a toujours, bon là ça va, vous avez choisi de venir, donc vous allez pas mal le prendre, mais parfois sinon, quand on voit comme ça, bon, c'est toujours un peu étrange. Évidemment, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est comme la sexualité, en fait, c'est quelque chose de très visible, c'est une pulsion de vitalité. Et, comment on fait pour ranger ça, pour contrôler ça, pour rentabiliser ça, pour faire tout ce truc de développement personnel d'ailleurs qui a essayé de capitaliser la joie en l'éteignant d'ailleurs. Donc, oui, du coup, ça fait aussi que le livre, c'est un livre qui est un livre d'attachement aussi. C'est une manière de se réconcilier, probablement avec Vendredi. Ben, je m'en suis rendu compte avec mon troisième ça sera probablement un cycle, parce que le doigt est un prolongement d'un passe-verlaine. Mon troisième traite d'un fait divers, qui est un infanticide. La boucle est bouclée d'une certaine manière. Donc je poursuis mon enquête sur les mécanismes de la violence. Je vais au bout du geste maternel. L'enfant est né, l'enfant est mort. Allons, enquêtons. Déterrons les corps. C'est ce que j'ai essayé de faire dans mon troisième. Et je me suis rendu compte qu'avec les livres, je faisais plus qu'écrire. Et j'ai trouvé... Le doigt, c'est la petite fille qui est logée. Moi, petite fille, elle est là. J'ai mis mon prénom d'origine qui est Dalila. Et je lui ai donné ce livre-là. C'est pour elle. Ça, c'est pour ma mère. Et le troisième, c'est pour l'enfance. Et je me rends compte que je fais des sortes de tombeaux. Mais des tombeaux joyeux. Où on peut se recueillir si on veut, mais on peut aussi se réjouir de la vie qui palpite et qui persiste. Et oui, les objets livres ne sont pas que des livres.
fin d'Impasse Verlaine, je parle de ma mère en disant que c'est la première fable de ma vie. On va du coup vous laisser poser des questions à Dali si vous en avez. Plutôt l'autre qui est là-dessous. Vous n'êtes pas la première à évoquer la réussite par l'ascension scolaire et donc le décalage qui peut exister entre, je pense à la classe d'Annie Arnaud ou bien plus récemment à Édouard Louis. Donc je voudrais savoir comment vous vous situez maintenant par rapport à votre, si vous avez toujours votre maman, et comment vous vous situez par rapport à votre milieu familial. Ben là, j'ai multiplié les trahisons. Ben, je suis devenue écrivaine. Quelle pire chose pouvais-je faire à une mère qui ne sait pas lire et écrire? Là, j'ai trahi au carré. Et pour toujours. Mais c'est ma nature. J'ai répondu? Oui. Bon, je vais peut-être me permettre de poser une question. Alors, oui. Voilà. Bien, ce qui m'a surpris dans les deux romans que j'ai lus avec passion, c'est qu'il y a quand même une dualité entre le mot et les mots apparaissent, entre d'une part l'honneur et la dignité. Bon, effectivement, finalement, tu suis ce qu'on appelle le cursus honorum. Bien, tu deviens professeur, agrégé, etc. Bon, bien, mais à un certain moment, il y a une rupture, tu dis que c'est une imposture, et tu le fais au nom de ce que tu appelles une dignité. Une dignité que tu retrouves dans certains gestes, tu retrouves, qui peuvent paraître scandaleux, tu retrouves cette dignité. Et puis, on constate effectivement que Vendredi tient beaucoup à cette dignité, bien qu'elle soit, bien sûr, illettrée, hein, bien. Beaucoup, on le voit, il y a certaines scènes qui sont à la fois amusantes et puis en même temps très fortes. Quand effectivement elle va à la poste, elle ne sait pas écrire, comment elle ruse pour cacher qu'elle ne sait pas écrire. Et ça marche. Elle réussit, et tu l'admires d'ailleurs dans ce cas-là, tu l'admires. De même, il y a la scène extraordinaire, à la fin du doigt, c'est ça, où tu lis le livre à ta mère, et puis, quand tu parles même de la violence, etc., elle réagit très peu, elle écoute, tu vois. Mais en revanche, quand tu dis, que tu racontes que tu as eu des poux, elle se met effectivement en colère. Comment as-tu pu raconter que tu as des poux? Enfin, toi, tu es professeur, etc. C'est étonnant, ce passage, la différence entre l'honneur et la dignité. Or, tu es du côté de la dignité, bon, qui peut d'ailleurs te conduire à récuser un peu une certaine... Enfin, cette volonté d'être honorable, en quelque sorte. C'est comme ça que j'ai apprécié aussi cet ouvrage, hein, les deux d'ailleurs. Eh bien, c'est un peu l'objet du doigt d'honneur, en fait, parce que ça s'appelle Le Doigt, ça part d'une scène, en fait, donc c'est biographique aussi, c'est une affaire chaude, ça a lieu en 2018, donc c'est écrit à la troisième personne, parce que j'avais d'abord fait une version à jeu, mais qui ne faisait pas la véritable enquête, donc j'ai basculé à elle pour aller plus loin. Et le personnage du professeur traverse le passage en dehors des passages piétons. C'est le matin, très tôt, 7h28, cartable, pluie, etc. Un homme, une voiture la klaxonne, elle a peur, elle fait un premier doigt d'honneur. Elle poursuit, elle va pour rentrer, une voiture se gare, un homme surgit, se plante devant elle et hurle, recommence. Ça dure 2 secondes. Elle refait le doigt d'honneur à 2 cm d'un type qui mesure 1,80 m et qui fait 30 kg plus qu'elle. Et là, le type arme et la frappe. Et mon enquête, déjà, c'était une période de divorce, etc., c'était, mettons le premier, réflexe à ta ville de banlieue, mettons. Le second doigt d'honneur. Pourquoi? Concours d'éloquence, agrégation de lettres modernes, cours de philosophie. Pourquoi pas les mots? Pourquoi pas les discours? Pacification, quelque chose. Non, doigt d'honneur. C'est le geste qui a lieu, c'est ce geste qui agit en elle et qui advient. Et l'enquête de le doigt, c'était justement de comprendre ce second-là. Et c'est écrit de manière concentrique, comme un polar sur soi.
Et pour répondre à ta question, donc du coup, il y a tous les sens de ce doigt d'honneur qui vont apparaître au fur et à mesure. Je remonte à d'autres faits de violence qui ont lieu dans l'éducation nationale, parce que la violence ne s'arrêtera pas, hein, passe Verlaine. C'est aussi pour ça que j'ai écrit le doigt, parce qu'il y a quelque chose de mensonger dans l'idée, la violence c'est chez les sauvages, dès que tu quittes les sauvages, ça va beaucoup mieux. C'est pas vrai. Si jamais on vous l'a dit, il ne faut pas le croire. Et donc la violence existe ailleurs, dans les institutions, elle existe partout ailleurs, et voilà, c'était un peu le mythe, l'illusion. Et pour cette course, justement, une des choses, c'est cette distinction entre honneur et vérité, et comme, je ne vais pas lire tout le truc, mais je vais vous lire un petit passage du doigt, qui est à la fin, je ne vais pas trop élucider, donc je vais en lire qu'une partie, pour que si vous avez envie de le lire, vous puissiez profiter de l'enquête du livre, qui est vraiment écrit comme un polar, avec des salles de scène de professeurs, dans les salles des professeurs, et le récit à elle. Donc, elle n'a pas tout dit, ne peut pas tout dire. Longtemps, la littérature lui a servi d'esquive. Désormais, plus elle écrit, moins elle a peur. Plus elle écrit, moins elle ment. La littérature ne supporte pas le mensonge. Qui veut la littérature devra passer par la vérité. L'écriture ne soigne pas. L'écriture déterre les corps pour les faire parler. Elle devra écrire pour avoir la beauté en échange de la peur, la littérature en place de la honte. Tout ce qui identifie sa chair est cause d'humiliation. Elle n'a pas le sens de sa dignité. Elle ne l'a jamais eu, n'a jamais pu l'avoir. On la lui a prise. L'honneur, c'est pas la dignité. L'honneur, c'est pour les autres. La dignité, c'est pour soi. Elle a couru après l'honneur hypocrite parce que sa dignité lui échappe toujours. Elle n'est pas une guerrière, pourquoi l'être? Pas une proie. Son innocence n'existe pas. Le second doigt d'honneur, c'est le dernier round. Elle se punit de toutes ses soumissions. Elle se punit d'avoir joui de son obéissance, d'avoir appris à satisfaire la violence prédatrice, d'avoir été sécurisée par la brute et mal qu'elle subissait. Elle gratte un bout de dignité dans sa condition humiliée. Heki, prends ça. Explose tout, nettoie tout, range, arrête un peu maintenant. Yezzi, ça suffit. Khalas, stop, possède-toi. Merci. Oui, je ne sais pas s'il y a encore des questions, il y a aussi d'autres choses à dire. Hein. Est-ce qu'on est dans une lignée de violence? Est-ce qu'on est dans une lignée de violence, c'est-à-dire que vendredi donne la violence qu'elle a reçue massivement et qui renvoie sans doute à des violences ancestrales? Enfin là, il y a... Oui, je pense qu'on n'est jamais indemne de toute façon de la violence. Chacun d'entre nous a pu avoir des pulsions, souvent pour les gens qui leur sont proches, de destruction. Des amoureux, des amoureuses, des conjoints, etc. Donc ça arrive, des parents. Donc personne n'est indemne de violence. Déjà, c'est une donnée, ça. Il n'y a pas les autres qui sont violents et moi je ne le suis pas. Ça, c'est un mensonge. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à accepter, mais qui m'a fait. Et ensuite, effectivement, ça, c'est une question que j'explore plus dans le troisième, parce que justement, très régulièrement, on me demandait est-ce que vous avez reproduit? Et dans le livre, je dis, eh ben ouais, ça se voit pas qu'on est tous reproduits là, voilà, dans mon prochain livre, et je vais traiter de ça. Je vais traiter de ça à travers ce fait divers justement qui arrive au bout, enfin qui est un geste final, parce que l'enfant meurt, il n'y aura plus rien à transmettre, il meurt. Ça s'arrête là, c'est une petite fille qui meurt. Et c'est un fait réel. Et donc, effectivement, c'est plus dans le troisième que je vais travailler ça. Comment cette chimie-là, comment ça se transmet. Et souvent, quand je fais des rencontres scolaires, il y a des gamins me disent directement, ils disent « Et vos enfants, sinon, vous faites comme votre mère ?» Alors, en général, je réponds « Bah écoutez, il y en a un, je l'ai enterré dans le jardin. » La deuxième, je vais te mettre devant, et le troisième, il arrive, il est en train de ramper, là. Voilà, ça les fait rire pour essayer à la fois de leur faire une réponse vraie et fausse. Fausse parce qu'évidemment j'ai pas réussi à les enterrer, et vrai parce que bien sûr que parfois j'ai eu envie que
effectivement que c'est dur. Et c'est d'autant plus, ce qui est le plus dur là maintenant à mon âge, que j'ai fait tout ce cheminement-là, c'est de me retrouver dans des situations de conflit avec mes enfants et des fois il m'arrive de les détester de ça. De me retrouver à, par exemple, quand tu dis à un gamin fais pas ci, fais pas ci, fais pas ci, fais pas ci, gamin, c'est mon petit jumeau, j'ai des jumeaux maléfiques et, que j'adore. Et donc, effectivement, à un moment donné, tu es lasse ou là d'avoir réitéré pour la énième fois la même demande, et à un moment donné, tu sens quelque chose qui monte et tu détestes l'enfant d'avoir fait monter ça. Et ça, je le vis. Et il y a une partie dans Impasse Verlaine où j'écris Vendredi sommeil en moi. Mais vendredi sommeil en nous tous. Il y a notamment, je me rappelle, un passage où tu es à l'école primaire, où au collège te prennent à partie, bien, et tu finis par te battre et tu fais peur. Et tu dis que ça, tu en tires une joie de faire peur. Non, une honte. Non, je repars très honteuse. Je me rends compte effectivement que le fait de faire peur, ça m'arrête. Faire peur, c'est la chose la plus terrible que je peux ressentir, mais ça m'arrive de faire peur, même par ma joie justement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à vivre encore. Oui. Vous m'entendez bien comme ça? Oui, très bien. Alors, j'ai une petite question. Parce que, avant toute chose, ce que je trouve marrant, c'est que vous avez presque l'âge de ma mère, et pour autant, je me suis beaucoup reconnue dans votre récit. Ma maman également est Chaoui. Je me suis beaucoup reconnue dans pas mal de passages de votre histoire. Et j'aimerais savoir comment fait-on pour écrire avec un regard aussi distant des violences vécues, parce que c'est un terrain que je voudrais bien explorer plus tard. Je suis étudiante en sociologie, mais c'est un terrain que j'aimerais explorer avec un regard sociologique. Donc je voulais savoir comment avez-vous réussi à écrire sur toutes ces choses, mais avec un regard assez distant. Déjà, il faut attendre que la matière soit froide. J'ai une première version d'Impasse Verlaine, juste après que j'ai eu mon premier enfant. Mon grand, il a 22 ans. Et j'avais une trentaine d'années donc. Et là, la matière était chaude. Je crois ça, juste après que j'ai commencé à écrire une nouvelle. Et là, par contre, c'était un texte, même quand je le lis, je le trouve insupportable maintenant, avec beaucoup de pathos, de colère, de jugement, de condamnation, etc. Donc là, c'est un petit peu, déjà, Isabelle a un peu répondu. Et la mise à distance, en fait, c'est la posture. C'est l'endroit où on se met. Et la bonne hauteur, c'est quand les pieds touchent le sol, ça c'est la base. Et ensuite, effectivement, de ne pas surplomber ton récit, ne pas surplomber les choses dont tu parles. Je ne le fais jamais et je traque ça. C'est la pire honte qui pourrait m'arriver, c'est si jamais d'écrire quelque chose avec surplomb. Et donc de se mettre à bonne hauteur. Le passage de l'Inkipit, par exemple, qui décrit une violence inouïe, là, le départ, la naissance. Eh bien, je suis partie de mon corps adolescent à moi. Moi aussi, un jour, j'ai eu 16 ans, même si j'ai été enceinte seulement vers 30 ans. Donc je suis partie de moi ayant un enfant à 30 ans et de mon corps d'adolescente pour essayer de reconstituer ce moment qui évidemment elle ne m'a pas raconté. Il y a des éléments de factualité, la date de naissance, le poids de naissance, il y a l'histoire des bonbons, le vélo, le moment où j'apprends effectivement que c'est pendant un moment où on boit du thé, où j'apprends qu'elle me dit, la phrase de ma mère est mon ventre, le gèle, d'où tout ce jeu sur cabas ventral, tumeur utérine autour du ventre. Donc en fait, c'est d'aller vers une reconstitution et de viser la justesse. Quand on me pose la question sur fiction, vérité, je ne sais jamais trop quoi répondre, j'essaie de faire plaisir aux gens, selon l'étiquette que ça leur fait plaisir de mettre dans le rayon. Voilà, mais sinon, pour moi, mon désir à moi, c'est la justesse. Et la justesse, c'est l'angle. Pas de surplomb. Et la violence, d'être cru quand il faut être cru, la dire telle qu'elle doit être. Pas l'euphémiser, pas l'édulcorer, pas l'esthétiser non plus, pas la rendre chicose. Qu'est-ce que c'est chouette. C'est pas ça l'idée. On l'a dit telle qu'elle, mais on ne s'appesantit pas et puis on n'en fait pas comme c'était quotidien. Voilà, il y a quelques faits de violence, mais il n'y a pas que ça. Et puis dire toute l'ambivalence aussi. L'ambivalence, ça aussi, ça fait partie de tout ce
qui permet la justesse. Il me semble aussi, peut-être Sarah, pour prolonger un peu, en sociologie, ça ne va pas se poser de la même manière, puisque la question c'est quelle est la place de l'émotion et des émotions du chercheur et de sa subjectivité. Les écrivains, ils ont quand même cette chance de pouvoir faire avec leurs émotions. D'où l'intérêt aussi, quand on travaille sur des textes littéraires comme sociologue, c'est de se poser la question de la juste distance, des liens entre littérature et sciences sociales, quand la littérature devient un matériau aussi potentiellement d'enquête. Et en fait, on se la pose moins, nous, sociologues, que les historiens le font depuis des années, avec des expériences comme celle d'Yvan Jablonka, par exemple, qui joue toujours sur la frontière entre, qui lui aussi écrit sur ses proches, c'est l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eus, où il essaye de reconstituer aussi ce genre de trajectoire. Et c'est où est-ce qu'on met le curseur quand on est historien, quand on est sociologue et qu'on travaille sur une matière intime, sur des émotions. Qu'est-ce qu'on fait des émotions du chercheur? Ça, la question se posera différemment pour vous dans vos travaux à venir que pour un écrivain par définition. Mais c'est faire Google Maps. Il faut tourner autour d'une question et toujours à la même hauteur. Tu vois, si on dit que c'est ce rond-là, et bien quand tu écris à la même hauteur que ton sujet et tu tournes autour pour jamais le juger. J'ai cru comprendre que vous interveniez dans des collèges. Quel message vous donnez aux enfants? Je ne donne pas trop de messages parce que c'est plutôt l'objet de la publicité. La chose que au début, j'étais très mal à l'aise de faire des rencontres scolaires. Maintenant, quand j'y vais, s'il y a une chose que je sais transmettre, plutôt, c'est la conviction de leur propre puissance. J'y vais que pour ça. J'y vais pour, en lisant, en expliquant, pour leur dire à quel point, enfants tels qu'ils sont, ils ont une puissance et qu'ils ont le droit de l'utiliser. Qu'ils ne restent pas à genoux. J'y vais pour ça. Oui, je t'en prie. Dire quand même, parce que j'ai été frappé par la fin d'ailleurs, où tu racontes quand tu vas dans un collège comment tu expliques aux élèves, et surtout tu ne veux, je veux dire le passage tout simplement, voilà. Jusqu'à présent elle parlait de son livre comme une conservatrice de musée, éluder les questions qui touchent ces points d'imposture, toujours le thème de l'imposture. Face aux lycéens de la banlieue lyonnaise, sa comédie humaniste et élitiste méritocrate est indécente. Les gagnants servent à dissimuler les perdants sous le tapis éducatif. Je crois quand même que la phrase la mérite. Oui, c'est ça. Ce que je ne supporte plus, même en tant que professeur et à l'école, c'est cette manière qu'on a, les élèves en difficulté, ceux qui réussissent pas. Je ne supporte plus ça. Je ne supporte plus qu'on se serve de l'évaluation pour catégoriser les gens. Je ne supporte plus qu'on juge les sourires des enfants avec leurs résultats en maths. Je ne supporte plus qu'on les écrase. Je ne supporte plus ça, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté d'enseigner en seconde, parce que je crois qu'un jour j'ai fait tuer ma collègue d'espagnol et ça c'est pas bien. Et donc je suis en classe prépa et en BTS parce que les conseils de classe pour moi étaient des sortes de c'était horrible. Horrible, on avait les feuilles avec les notes, c'est d'ailleurs l'une des premières phrases du doigt, les notes au-dessus de la moyenne en vert, les notes en dessous en rouge. Et donc les méritants, les soi-disant gagnants qui sont là pour cacher une masse pour lesquels on essaie de forcer à rentrer dans le truc, je ne supporte plus. Donc quand je vais à l'école, quand je vais dans des lycées, quand je continue d'y aller, c'est pour ça, pour leur dire qu'ils ont une puissance propre, autonome. Parce que l'autonomie, on ne l'enseigne pas, on enseigne l'existence, on enseigne toutes sortes de choses, sauf que la puissance enfantine, la puissance adolescente, elle est là, elle existe, c'est la vie, et que je m'excuse en général, je représente mes excuses qui sont enfermés du matin au soir pendant toutes les années où ils palpitent, toutes les années où ils pétillent, ils sont enfermés comme ça et ils ont le droit de vivre le mercredi après-midi, éventuellement quand ils auront fini leur devoir. Donc voilà, il y a quelque chose qui me gêne totalement dans l'école en étant dedans, alors que j'y ai cru.
Et c'est une de mes impostures, justement, d'avoir un peu idéalisé de manière merveilleuse l'école et de ne pas avoir vu la violence, finalement, que moi-même, en tant que professeur, je faisais vivre aux gamins. Et donc, moi, je ne sais pas l'école que j'aime telle qu'elle est. Alors, quand j'y vais comme écrivaine, j'en fais 10 fois, 100 fois plus que comme prof. Et c'est très heureux, parce qu'on pète tout l'ordre, on pète la manière... Tout à l'heure, il y avait des tables, j'ai dit, on peut enlever les tables. Voilà, c'est important de ne pas donner de leçons. C'est une des dernières phrases aussi du doigt. Je ne donne pas de leçons. La vie, il faut la vivre, quoi. C'est ça qui est important. Oui, j'ajouterais que tu refuses de jouer un rôle qui serait celui de la... En fin de compte, voilà l'exemple de la fille d'immigré qui effectivement a réussi. Tout le monde peut réussir. Il suffit effectivement de vouloir. Alors tu refuses de jouer ce rôle-là. Oui. Je trouvais ça, moi, très juste. Parce que c'est la vérité. Oui. Vous n'imaginez pas les fois le malaise que je ressentais, parce que j'arrive et je lis dans le doigt. Après les collègues, franchement, c'est super touchant, j'avais les larmes aux yeux, et ils me voient arriver comme une forme d'espoir, comme si c'était des enfants qui voyaient arriver de marchand de sable, quoi, ou le Père Noël, qui allait leur dire « Le Père Noël existe, regardez !» Bon, moi, mais t'es nul, mais regarde, si tu fais un peu l'effort, tu pourras ressembler à David. Donc, ce truc-là d'arriver comme un symbole, c'était insupportable comme bout d'un moment, parce que c'est pas vrai. C'est un chemin aléatoire, de la chance, de la survie, c'est un cocktail. Comment ça se reproduit pas? Et donc c'est pas vrai. Ce qui se reproduit, ce sont les inégalités. On a les chiffres, on a tout, c'est prouvé par A plus B, voire tout l'alphabet. Et c'est pas moi qui vais arriver et là pour aller démentir toutes ces statistiques par le symbole dont je serai porteuse. Ça c'est quelque chose qui peut me mettre en colère parce que c'est injuste. Et tout ça pour écraser ceux qui sont déjà faibles, pour leur dire à quel point ils sont nuls en plus de ne pas me ressembler. C'est beaucoup quand même. Même si c'est vrai que... En fait, j'ai d'abord une réaction, puis ensuite une question. La réaction, c'est de dire que, d'abord, j'approuve, j'ai ressenti beaucoup d'émotions, je pense comme pour le public également, vous confirmerez, dans ce que vous dites, dans ce que vous avez lu, dans les mots qui sont ceux de votre livre, également par l'intervention de madame. Et effectivement, on touche à quelque chose qui fait partie de l'émergence, à la fois d'une personne et d'une femme, particulièrement, à deux titres. Hein. Je veux dire, une personne peut ou doit émerger à partir de son parcours, elle se confronte à ce qu'elle avait comme modèle, etc., ses épreuves, elle se positionne. Et c'est là qu'intervient ma question. Oui, vous avez dit à un moment donné, je crois dans votre lecture tout à l'heure, que l'honneur, vous étiez l'honneur de votre famille, ce que je comprends tout à fait, l'ayant vécu moi aussi, par mon histoire, d'être l'honneur de votre famille, et particulièrement par rapport à votre mère et ces questionnements qui sont liés à votre approche des garçons, etc. Et est-ce que justement l'émergence de votre personne, par rapport à votre mère, par rapport au milieu d'où vous venez, par rapport à votre besoin de devenir enseignant, d'écrire à votre tour, etc., l'émergence de votre personne s'est fait également dans la transgression par rapport à tout ça. Et en même temps, en utilisant l'humour parfois pour dédramatiser vous-même votre approche. On se fabrique de honte. On se fabrique de honte. À vouloir porter l'honneur invisible des uns et des autres, on se fabrique de honte multiples. Et c'est la chienlit. C'est la chienlit. Femme, arabe, pauvre, bon, je suis pas noire, c'est déjà ça. Non, c'est pas drôle. Ce que je veux dire, c'est que les hontes sont difficiles déjà à penser, à reconnaître, parce qu'elles nous servent de voile.
La honte nous sert de voile, on s'habille avec, on se fait des costumes avec, ça fait partie des impostures de prendre une honte et d'en faire un beau vêtement. Et donc, justement, ça c'est plutôt l'objet du doigt, justement de montrer comment, à un moment donné, ce doigt d'honneur, en fait, c'est un moment de saturation, parce qu'en fait, je ne sais plus quoi faire, toutes ces hontes, toutes m'étouffent, même celle d'être prof, et de faire du mal comme ça, et avoir un salaire pour ça. Donc, bah ouais, en plus, on nous paye. Et donc, il y a une transgression, mais cette transgression, elle se fait davantage contre soi, parce que, dans un paradoxe à la fois masochiste et en même temps nécessaire, eh bien, on jouit de ces hontes. On lutte moins qu'on ne jouit de ce qui nous fait mal. C'est une forme de masochisme, alors. Exact. Y a-t-il... vous apportez le micro, là. Avoir éprouvé des hontes et savoir ce que c'est que la violence, c'est ce qui nous rend profondément humains. Et que, d'une certaine façon, les gens qui ne savent pas ce que c'est que la violence, les gens qui ne savent pas ce que c'est que la honte, je sais pas, ils sont... Je crois pas que ça existe tellement, des gens qui ont traversé aucune honte et aucune... Après, il y a des différents degrés, mais tout le monde est allé à l'école, donc tout le monde a vécu des violences déjà, d'une, c'est en tout cas les gens qui sont là. Et la honte de ne pas correspondre à une image de quelqu'un, d'un fils, d'un père, d'un frère, d'une amie, de machin, d'avoir un amour non réciproque. En fait, les hontes, il y en a tout un panel, c'est toujours l'image de soi dans l'œil des autres. Et donc, qui n'a pas eu honte, je ne crois pas qu'il y en ait des... Après, je suis d'accord avec vous qu'il y a des degrés, qu'effectivement, il y a aussi des hontes XXL, et celles-ci, ou des violences XXL qui donnent une sorte moi qui fait de moi une ogresse par exemple, effectivement, qui mange la vie. Moi, tout est nourriture, toute vitalité est nourriture. Donc oui, ça je suis d'accord avec vous. Après... Non, mais c'est à ça que je dis aussi qu'il me semble que quand on a éprouvé la honte, qu'on l'a surmontée, et enfin plus ou moins, et ça fait de nous des êtres humains, comment dire... avec des fragilités qui donc sont aussi sensibles aux autres êtres humains. Oui, tout à fait. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a des gens qui ont moins honte que d'autres et qui écrasent les autres. Oui, après, faudrait prendre une situation précise. J'ai du mal à faire des généralités, mais si vous me parlez par exemple de gens de personnes dans une situation sociale, par exemple, on va dire, si on prend une situation de domination, par exemple, dans un salariat ou un truc comme ça, oui, effectivement, mais est-ce que c'est la personne ou la position sociale qui fait qu'elle n'a pas honte? Est-ce que c'est l'argent qui fait qu'elle n'a pas honte? Est-ce que c'est le fait qu'elle peut dominer, qu'elle fait qu'elle n'a pas honte? Vous voyez, là, on rentre dans des structures plus complexes. Moi, là, si on parle de l'individu face à la violence au sens physique, dont je parle ici, là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, la vulnérabilité, c'est un état de grâce. Ça, c'est un truc que j'ai découvert avec le doigt. J'ai découvert que sans bouclier, j'étais beaucoup plus forte. Que laissant tomber la guerrière, je n'étais plus proie. Et que ma nudité était une force inouïe. Si vous ressentez là quelque chose de... C'est parce que je suis nue en fait et que ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas d'être à poil là tout de suite devant vous et j'ai pas peur parce que vous n'allez pas me faire de mal, déjà d'une. Et puis surtout parce que cette nudité, eh bien, elle me nourrit, elle me donne une puissance phénoménale. C'est le seul moment où j'ai pas peur quand je décide d'être nue. Et c'est pas souvent, donc c'est agréable. Et donc là-dessus, je vous rejoins parfaitement sur le fait qu'une vulnérabilité peut effectivement être une compensation, une force à quelque chose qu'on ne contrôle pas et qu'on ne domine pas. La violence qu'on a en soi. Exact, mon ami frère. Oui. Peux-tu, Jérôme, s'il te plaît? Merci. C'est tout à fait très enrichissant cette rencontre. Je voulais vous demander quelle différence faites-vous entre la honte et la culpabilité? Les gens compensent
en général. Les gens, pardon, qu'on pense. On pense. Ouais. Ben, la seconde est la conséquence souvent de la première. La culpabilité vient de la honte, et c'est une question de regard, et c'est aussi une construction. La honte, vous savez, c'est... moi, je sais qu'une de... C'est incessant de se juger qu'on cesse d'être coupable. Ça, c'est plutôt dans le troisième, justement, essayer de reconquérir son innocence. Et c'est quelque chose, ça va avec la nudité. De repartir en conquête de son innocence, de la reconnaître, mais de la reconnaître aussi avec ses laideurs. De ne pas... il faut aimer ses laideurs. C'est pas grave. Je crois, c'est ce que j'ai découvert, en tout cas pour déplier et en tout cas se débarrasser de la violence, essayer aussi, c'est dans cette idée, cette image de se posséder soi-même. Et nos laideurs, qui sont des ambivalences, par exemple, là ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est par exemple une forme de séduction, d'être séduite par la violence, par exemple. Forcément d'être fascinée par ça, c'est obligé. Comment voulez-vous, je ne pouvais pas faire autrement que comme j'avais été éduquée, et d'avoir finalement, quand on dit voilà, on reproduit, on fréquente le même type de personnes, on a les mêmes types d'amitiés toxiques ou les mêmes types de conjoints, bah c'est qu'on a une sorte de fascination et d'amour pour ça. Le reconnaissant, on peut éventuellement s'en libérer. En fait, on est... Trouver son innocence, ne pas se sentir coupable de ça. C'est une des phrases que je répète plusieurs fois à la fille, dans la scène décrite tout à l'heure par Francis. Il y a une gamine, en fait c'était un truc scolaire, et on lui a demandé d'écrire un texte. Elle a pris des phrases dans le doigt, dans la Passe-Varenne, pardon, et elle raconte quelque chose, et on est tous là, et tout à coup elle lit, elle a modifié les pronoms, elle raconte le mal que son grand-père lui a fait. Voilà, donc là, gros silence. On pleure, tous, moi y compris. C'est pas du tout le... Tu vois, il faut savoir, c'est la question du message, vous voyez là, on pleure tous. Et la petite, elle est là, et elle me regarde, je me mets dans le livre avec ses grands yeux manga bleus, et elle me dit comment vous en êtes sorti? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je vais lui mentir? Qu'est-ce que je vais dire? Alors la réponse est donc à la fin du livre, vous pouvez acheter dans le décor. À ce moment-là, cette petite-là, elle me renvoie un miroir, et je dois répondre, je ne peux plus mentir. Je ne peux plus être, à ce moment-là, je suis obligée de lui dire la vérité. Est-ce que je vais la laisser faire, elle aussi, tout ce chemin que moi... Et je lui ai dit, et c'est une parole qu'on n'a pas l'habitude de dire, je ne vais pas vous la dire, non pas pour faire un suspense, mais parce que c'est quelque chose qu'il faut, comme ça, brutalement, ça n'aura pas de sens. Et il a fallu que je lui dise, et c'est en lien, justement, et il y a une chose que je lui répète, en tout cas, je lui ai dit, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Encore des questions? Bon, peut-être, alors je ferai une dernière, peut-être, non, nous pouvons pas poser des questions. Peut-être dernière remarque, bien. Oui, il y avait une question? Oui. Ah oui, attends. Moi j'avais une question. Sur votre enfance, vous dites que vous avez un pouvoir par rapport à votre mère puisque vous savez écrire. Est-ce que vous avez un souvenir de ce que vous écrivez à cette période-là, dans cette enfance? Est-ce que vous parlez justement de cette violence que vous vivez? Oui, je devais avoir déjà beaucoup d'arrogance à cette époque-là parce que j'ai tout gardé. C'était mes trésors en fait. Comme je possédais rien, on n'achetait rien. Et c'était à moi, c'était les mots que j'écrivais. Et donc j'ai tous mes carnets, tous les trucs que j'ai écrits quand j'avais 10 ans, mes poèmes, alors c'était beaucoup de poèmes. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que je n'étais pas vraiment touchée par ma propre vie, mais parce que j'observais, j'ai écrit un très beau poème, je trouve, sur Omaira Sanchez, j'en parle dans la Passe-Varenne, cette gamine qui est morte, qui est là une coulée de boue, je ne sais pas si certains s'en souviennent, en direct. Vous taperez Omaira Sanchez, c'est bouleversant. Et d'ailleurs, j'aperçois ce visage de cette fille, et j'ai l'impression de me voir, parce que c'est une petite brune à bouclette, c'est moi, quoi. Et de ce jour-là, je me souviens, il y a une sorte de promesse, une prise de conscience que je dois survivre. J'ai à peu près 10 ans, 11 ans, je ne sais plus, 11 ans peut-être plutôt,
Et je sais que c'est de ça, de ce jour-là, de ce moment-là, de ce poème-là, je sais que je vais partir. Sauf que je sais pas qu'on peut parler constamment. Pour moi, on m'a dit la majorité c'est 18 ans. Donc il faut que je tienne. Il faut que je tienne encore jusqu'à 18 ans. Et à 18 ans, je partirai. Je décide ça à ce moment-là et c'est par un texte que je l'écris en voyant cette gosse à la télé. Donc j'écris sur des choses qui m'entourent, j'écris pour les personnes, voilà, j'ai beaucoup de poèmes, ensuite des nouvelles, même quelques nouvelles érotiques. On s'embrasse. Je suis polie, moi. Et voilà, des choses comme ça, mais pas vraiment de roman. Le roman est arrivé beaucoup plus tard, vers ma trentaine d'années, vraiment. Mais j'ai écrit beaucoup de nouvelles, choses comme ça, et j'ai tout gardé, mais j'ai tous les petits cahiers, tout avec ça, avec des chats sur la couverture, tout ça. Quel brouillon. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que avez-vous aussi, à l'inverse, essayé de comprendre dans quelles circonstances cette violence s'inscrit, son parcours, comment est-ce que votre mère est arrivée à utiliser cette violence spontanée, quelque chose qui, au final, est devenu banalisé dans notre éducation? Oui, c'est une des choses, par exemple, qui est bonne du fait de ne pas avoir été édité à 30 ans dans la première version d'Impasse Verlaine. Parce qu'au fur et à mesure des années, bon, déjà moi j'avais des enfants, j'ai eu des jumeaux 10 ans plus tard, donc j'ai vu ce que c'était. La chose la plus terrifiante au départ, c'est de voir l'extrême vulnérabilité du bébé et son incompétence totale à quoi que ce soit. Ça ne sait rien faire, un bébé. Et donc absolument rien, tentez rien, ça marche pas. Et donc ça c'est un vertige. Ça je prends, là c'est très, très violent. Et à ce moment-là, il y a une forme de coupure avant moi, quelque chose de rupture avec ma mère, vraiment de me dire, mais comment ils ont fait, quoi? Comment c'est possible? Comment, là, à ce moment-là, me retrouvant dans ce rôle-là, là, je ne comprends plus. Juste avant, je pensais que tout le monde, c'était normal, quoi. C'était une banalité. Et c'est même plus le temps passe maintenant que je prends conscience de certaines choses, surtout quand je fais des rencontres comme ça, où je vois l'étonnement, je dis, pourquoi ils sont étonnés tous comme ça, là? Et par rapport à ma mère, en fait, c'est plus j'avançais, et plus il m'a semblé, et c'est surtout dans la dernière version, effectivement, toute la première partie d'Impasse Verlaine reconstitue la vie de Vendredi, ma mère. Et il fallait absolument qu'on l'aime pour ne pas la détester. Il fallait voir deux enfances, deux petites filles qui galopent, l'une qui effectivement est la mère de l'autre, et la raison pour laquelle j'ai traduit Jma en Vendredi, c'était aussi donner à ma mère, à cette petite vie minuscule, une stature par rapport à Vendredi ou la vie sauvage. C'est la vie qui est sauvage, c'est pas Vendredi. Oui. Une simple question. Vous avez des filles, vous n'avez que des garçons? J'ai un grand couillon de 22 ans et j'ai mes jumeaux maléfiques garçon-fille. J'ai ma poupette de compète. Ah ouais. D'ailleurs, il faut dire l'humour de mes enfants. Ma petite fille, elle me fait « Allez, vas-y, tape-moi, comme ça j'écrirai des livres. » Voilà, par exemple, voilà, c'est le 15e degré de la transmission. Donc voilà. Ah, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents qui les battent. Hein. Ah oui, c'est ça. Non, mais ils sont marrants. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on peut. Je vais quand même dire un petit mot avant de terminer. Bien. Oui, je veux dire juste merci. Pardon? Je voudrais vous dire merci à vous déjà d'être venus, vous êtes vraiment nombreux. Et puis remercie Isabelle parce que si je suis là, c'est vraiment par une tendresse pure, vraiment un élan d'amour. Parce qu'on s'est rencontrés, j'ai fait une rencontre avec Annie Arnaud et Isabelle, il y a eu quelque chose comme ça juste qui s'est passé entre nous et elle m'a dit mais je te ferai venir et tout ça et voilà, je suis vraiment très heureuse de venir dans ce geste-là et voilà, je te remercie beaucoup. Voilà, Francis et puis aussi Jérôme, toutes ces énergies comme ça je trouve ça très beau d'être là, Philippe avec ses livres, Fred qui vient filmer, je trouve ça très beau d'être dans ce lieu où plusieurs comme ça désirs ont été conjoints pour une même joie. C'est exactement comme ça que j'aime la vie.
Donc je vous remercie à tous pour ça, d'être venus. Merci beaucoup ma chère. Merci beaucoup. Le petit mot que je voulais dire, vous semble très très bref, c'est vrai, vous va bien, c'est que tout à l'heure on a parlé de vérité, il n'y a pas de jugement effectivement dans les livres qui sont écrits par Dali, mais il y a quand même, tout à l'heure tu en as parlé, de justesse, et c'est exactement ce que j'ai vraiment ressenti, c'est la justesse. Quand effectivement tout à l'heure, sur le trajet, là, elle m'a demandé ce que je faisais, etc. Bon, j'ai dit que j'avais été inspecteur, mais oui, donc peut-être que tu as trouvé dans le livre que, etc. Je t'ai répondu tout de suite, ça m'a semblé juste. C'est le mot qui convient. Oui, juste. Voilà, c'est ce que je voulais dire, donc je vous recommande bien sûr la lecture des livres de Dali, qui va peut-être, alors si vous souhaitez, vous faire une petite signature, c'est pour ceux qui le souhaitent, hein, évidemment. Eh bien, je rappelle, oui, que la prochaine rencontre de l'Université populaire aura lieu le 5 mai. Cette fois-ci, c'est à la Maison du Théâtre. Et c'est un débat donc, qui aura lieu entre Gwendoline Soublin, qui est une autrice et metteuse en scène, et qui va dialoguer autour du texte qu'elle est en train d'écrire, hein, qui va dialoguer avec Marilène Patou-Matis, qui est une préhistorienne et qui a écrit, j'ai déjà dit, un livre qui est assez connu maintenant, dont on a beaucoup parlé, L'homme préhistorique était une femme. Vous voyez bien. La question de féminisme d'ailleurs dont a parlé Jérôme. Et bien entendu, au nom du PA, je remercie la Maison de la Culture de nous avoir accueillis. Merci. Voilà. Au revoir et à bientôt.